chers téléspectateurs de Wafrica TV, pour ceux qui le connaissent sans maîtriser ses centres d'intérêt, le professeur Sanda est spécialiste des relations internationales et des sciences politiques. Il est diplomate expérimenté et médiateur auprès des États et des grandes institutions, des institutions des Nations Unies et plusieurs institutions que nous connaissons notamment. Il a publié chez l'Harmattan « Réformer la gouvernance mondiale ». Et dans ce titre, c'est ce qui a suscité notre intérêt pour lui ce matin, il dit à la page 63 que les Occidentaux auront beau détourner et retourner l'histoire, changer et refaire les termes de référence de la compréhension des événements diplomatiques, ils ne réussiront jamais à changer la place de Mikhail Gorbatchev dans la reformulation des dix termes par rapport au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, professeur. Bonjour. Professeur, ce matin, nous nous sommes réveillés d'abord avec un discours très dur de Vladimir Poutine, et vous annoncez dans le livre que sa présence n'avait pas été prévue par les Occidentaux. Un discours très dur de Vladimir Poutine, et 2 ou 3 minutes après, des bombardements dans le Donbass. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se joue en Ukraine? Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez publié aussi « L'impossible paix mondiale ». Est-ce que c'est cette paix qui se joue dans cette articulation, dans ce lieu, dans cette partie du monde? Je crois que il y a une reformulation globale en cours des termes de référence des rapports entre les nations. Et c'est la conséquence logique d'une évolution caractérisée par l'émergence de puissances moyennes, de puissances régionales, mais fondamentalement avec une maîtrise de plus en plus répandue des éléments technologiques et scientifiques attribuant aux États une espèce de capacité de contrôle des situations de conflit. Je crois que nous sommes dans une situation où des maîtres du monde se sont assoupis sur des positions archaïques et n'ont pas pris en considération le fait qu'aujourd'hui, un téléphone de Apple est complètement démonté, désossé, dépouillé, transformé même dans les rues de Bamako, dans les rues de Cuba, dans les sous-quartiers pauvres de Haïti. Vous savez, vous n'avez qu'à vous convaincre que lorsque vous êtes mordu par un serpent et que vous vous posez pas la question de savoir comment le serpent est entré dans la maison, si c'est dans votre maison, en réalité, c'est que vous avez perdu le sens de l'intelligence et même de la sagesse. Les attentats du 11 septembre 2001 auraient dû constituer un réveil définitif pour les grandes puissances en général, particulièrement les États-Unis. Mais on se rend compte que cela n'a pas été le cas. Vous savez, quand on était petit, on prenait ceux qui conduisent, même simplement les corbillards pour des sorciers.
Ne parlons pas des avions. En 2001, c'est une bande de petits jeunes hommes avec des capacités scientifiques qui aujourd'hui sont devenus livresques, ont maîtrisé le pilotage d'un avion de ligne, se sont embarqués comme de simples passagers sur des avions qui allaient aux États-Unis, dont les avions sont entrés dans l'espace aérien des États-Unis comme des avions américains, mais simplement, les pilotes avaient changé. On a fait des enquêtes, on est remonté à leurs origines. On s'est rendu compte que c'était en réalité de bandes de copains fanatisés qui avaient juré de punir les États-Unis pour leur politique dans la problématique de la paix ou de la guerre entre Israël et les pays arabes. Et je suis assez peiné quand je suis les commentaires de certains journalistes, particulièrement la presse occidentale, mais quand même de plus en plus, on avait des lumières qui émergent pour dire « Attendez, oh là là, peut-être qu'on a tort, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, et on s'est endormi, on cache nos responsabilités. » Alors, c'est pour vous dire tout simplement qu'en réalité, les rapports humains en général sont dominés par la problématique des intérêts, même dans les conditions les plus saines. Même l'amitié est une problématique d'intérêt. Parce qu'en réalité, l'inverse, l'amitié, c'est, je dirais pas l'agressivité, je dirais simplement l'inimitié, avec l'ensemble des implications et des conséquences. Et nous vivons en fait une situation où les nations sont obligées de s'interroger profondément sur leur sécurité, la sécurité de leur peuple, leur bonheur, leur bien-être, le bien-être de leur peuple. 1945 avait été un grand moment dans l'histoire de l'humanité, dans la reconfiguration des relations internationales. Et il y a deux éléments importants qui émergent des négociations qui ont abouti en 1945 à la création des Nations Unies. C'est premièrement le besoin d'installer une transparence effective et absolue dans les rapports entre les nations. On avait estimé qu'une des sources de la première comme de la deuxième guerre, c'était les accords secrets entre les nations. Et donc on décidait qu'on créerait un centre de récapitulation, de conservation, d'inscription, d'identification de tous les traités entre les nations aux Nations Unies. Ça existe. On avait décidé ensuite qu'on mettrait en place des institutions de toute nature de coopération de manière à amener les États à vivre comme une seule nation sur la planète. Mais vous savez bien ce qu'il en est résulté. L'Occident n'a pas accepté, en réalité, qu'il naisse et prospère
une idéologie ouvriériste, collectiviste, qui remettait en cause les fondements libéraux du supposé système capitaliste. Parce que dans le même temps, ça voulait dire également que l'on attentait à l'idée même de profit qui part de la domination dans tous les sens du terme, dans les rapports économiques, dans les rapports politiques, dans les rapports intellectuels. Or, vous savez, cette domination est largement tributaire des idées esclavagistes et colonialistes. Ça supposait donc également qu'on laisse le monde évoluer en champs divisés et fracturés, où on aurait des dominés et des dominants. Or, les idéologies ouvriéristes, en se fondant sur les thèses marxistes-léninistes, reprises par beaucoup d'intellectuels de gauche, dits progressistes, d'abord dans les pays développés, ensuite dans les pays asservis et colonisés, constituaient un danger pour un ordre mondial que l'on voulait absolument tourner vers le profit et la domination des grandes entités économiques qu'on a appelées les firmes multinationales qui, comme vous le savez, dans les années 60 et 70, faisaient et défaisaient les gouvernements et les régimes. C'est cette lutte qui se prolonge aujourd'hui, mais malheureusement avec des termes de référence qui ont complètement changé, parce que les rapports de force ne sont plus les mêmes et que le niveau d'information, d'intelligence et de maîtrise des outils technologiques, du savoir et de la connaissance tout court n'est plus l'apanage des nations ou d'une seule nation ou d'un groupe de nations. Il verse complètement aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligence universelle. Voilà la réalité. Et il faut bien savoir que c'est aux plus petits, aux plus martyrisés, à ceux qui ont le sentiment d'injustice, qu'il revient de se battre, ou de créer les conditions pour une relecture de l'ordre mondial ou une redistribution des termes de référence des rapports entre les nations. Voilà ce qui se joue en Ukraine, que l'on ne vous dise pas autre chose. C'est de cela qu'il s'agit. Et les rapports entre les nations ont toujours signifié la problématique des intérêts, de la guerre ou de la paix, de la coopération pacifique ou de la coopération conflictuelle. Prof, pour aller au cœur de ce qui se passe actuellement, Vladimir Poutine demande les garanties que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Et personne ne lui donne la garantie. Est-ce que l'OTAN, première question, premier niveau de la question, est-ce que l'OTAN est en train de mourir? Je me souviens déjà des propos d'Emmanuel Macron, quand il y a eu l'affaire avec la Turquie, qui avait pensé que l'OTAN était en train de disparaître, et après, il y a eu toute la polémique là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec l'OTAN? Mais d'abord, ce que vous appelez OTAN est complètement hors de propos. C'est une connerie, c'est une bêtise. Et je crois que avec le temps, toute l'opinion publique occidentale, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, va se retourner contre leurs dirigeants. C'est une grosse bêtise, c'est une tromperie, c'est même une tricherie. Vous savez, il faut remonter l'histoire. Les négociations de paix qui aboutissent à la fin de la guerre 39-45 étaient extrêmement dures. Et chaque pays comptait ses morts. L'ex-Union soviétique avait eu le plus grand nombre de morts et de destructions. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est en partie grâce à elle d'ailleurs que la guerre s'arrête. C'est elle qui arrive à bout de l'armée allemande.
Et ce qui d'ailleurs, on cache souvent, mais les 2 bombes nucléaires lancées à Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis n'étaient pas nécessaires. Les Américains avaient fonctionné comme un gamin qui a un jouet et qui veut absolument essayer le jouet. Et là, ils avaient profité d'une occasion, mais l'armée allemande était déjà vaincue, parce que la défaite de l'armée allemande est intervenue à Stalingrad. Oui. C'est là qu'on a brisé les chaînes de l'armée allemande. Et ce qu'il importe de ne pas oublier, dès que les premières frictions apparaissent après la création des Nations Unies, vous connaissez l'histoire du blocus de Berlin. Oui. Ensuite, Harry Truman, le président des États-Unis, dans un discours célèbre à Fulton College, dans l'État de Mobile, en Alabama, à Mobile, la capitale de l'État de... à Fulton College, oui, à Mobile, la capitale de l'État, l'Alabama, dira que l'Amérique va défendre la liberté partout dans le monde et va contenir le communisme par tous les moyens. Ça, c'est à peu près ce que déclare Harry Truman. La course des armements commence là, en réalité. Et l'OTAN tout de suite est créée, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le pacte de Varsovie n'est créé qu'en 1951. Je vous signale, 3 ans après, en réponse à la création de l'OTAN. Ah, vous savez ce que ça voulait dire. Les États-Unis et l'Union soviétique avaient en commun près de 400 bases militaires à travers le monde. 400 bases militaires. Et lorsque le pacte de Varsovie est dissous, on a beau vous dire, les témoins des négociations diplomatiques à l'époque, en 82-83, certifient très bien que là, les Occidentaux avaient offert des gages à Gorbatchev. Ça me paraît important. Avaient offert des gages et que l'OTAN allait en rester là. En réalité, qu'elle allait seulement prendre des dispositions pour disparaître, parce qu'elle n'avait plus de raison d'être. Le pacte de Varsovie avait été dissolu, oui, et ainsi de suite. Ça partait avec les bases, avec le démantèlement de tout l'appareil militaire soviétique. Et le coup d'État de Boris Eltsine contre Gorbatchev a entraîné un peu comme la libération des États qu'on avait grappillés avec la puissance de Staline. Mais contrairement à ce qu'on s'attendait, les États-Unis, l'Occident en gros a estimé que l'ex-Union soviétique, le communisme, le socialisme avaient été vaincus et qu'on pouvait leur marcher dessus, les ramasser un peu comme... Vous savez, ils reviennent de très loin, hein, parce que des plans ont existé pour reprendre, racheter tous les grands groupes soviétiques. Tous les grands groupes, y compris Gazprom, tout ça, tous les grands groupes pétroliers et gaziers. C'est Poutine qui met un frein. Boris Eltsine, c'était un soulard. Le premier ministre Lebedev, qui aurait pu le remplacer, qui suivait, était également un soulard. Tous les deux sont morts. C'était en fait, ils ont travaillé pour l'Occident. Et ça, les Russes n'ont jamais admis. Ils ont vécu vraiment dans l'esprit de défaite, dans la douleur, je dirais même calfeutré comme un enfant qui a été violé et sodomisé. Mais au lieu justement que l'on en profite pour obtenir au contraire des gages pour un monde plus stable, une Europe stable et tout, les guerres de libération étaient terminées, vous le savez très bien. Les sursauts des conférences nationales avaient montré leurs limites.
Bon, en fait, le monde sortait d'une longue guerre idéologique et s'installait pratiquement dans une pensée unique. Ce qui me fait à l'époque écrire le livre « Pensée unique et diplomatie de guerre », qui a eu un très grand succès d'ailleurs. Et dans ce livre, j'annonçais déjà la couleur des nouvelles guerres. Les Russes se réveillent. Il ne faut jamais oublier que ce qui est très fort dans un pays, ce sont les services de renseignement, les services de sécurité. J'aime souvent le dire pour ceux qui s'amusent, par exemple, à parler du Cameroun ou des autres pays africains. Quand vous parlez du système à renverser, je ne sais pas si vous avez conscience de ce que vous appelez système à renverser. Il n'y a pas de régime politique, il y a des systèmes politiques. Et ces systèmes-là reposent entièrement sur leurs mécanismes et leurs structures de protection et de renseignement. En Russie, elle a gardé exactement la mémoire de tout ce qui s'est passé et de comment la Russie a été humiliée. Et Vladimir Poutine en est l'émanation. Donc c'est quelqu'un qui a grandi, évolué avec la rancœur de l'humiliation et de la défaite que la Russie a subie. Ils se sont jurés. Si on vous montre des images des ports d'attache, des sous-marins, des navires soviétiques, vous allez être effrayés. C'était tous des vieux trucs qui étaient là, cassés, rouillés. Ils ont pris 20 ans pour se reconstruire, pour bâtir une armée extrêmement solide, extrêmement dangereuse. Et ils disent, nous nous retrouvons dans une situation où nous avons pris l'initiative de dissoudre le pacte de Varsovie, de faire la paix, de signer un certain nombre d'accords pour le contrôle des armements et la limitation des armements. Les SALT, Strategic Arm Limitation Talk, les Anti-Ballistic Missile Limitation Talk, les STAR encore aussi, Strategic Arm Limitation, Reduction de Ronald Reagan. Mais, prenez une carte. Quand on parle de l'OTAN, c'est les États-Unis qui sont une île, loin là-bas, qui viennent ouvrir des bases aux frontières de la Russie, en Estonie, en Lituanie, tout autour. Or, l'Ukraine, avec 40 millions d'habitants, accoudée à la Russie, on dit elle va entrer dans l'OTAN. Mais elle est déjà pratiquement dans l'OTAN. Ils ont installé là-bas depuis des conseillers militaires, fourni des armements, implanté des systèmes de renseignement et tout. Vous ne pouvez pas. Moi, je vous le dis clairement. Si je suis chef d'État du Cameroun et que le Sénégal ou la Thaïlande se comportent de manière à nous attaquer, à nous bloquer partout, et que je me rende compte que maintenant, ils sont arrivés jusqu'à vouloir s'implanter en Centrafrique ou en Guinée équatoriale ou au Gabon, qui est juste voisin à nous. Donc, au point de vouloir soumettre ce pays dans un statut de colonisé pratiquement. Ils mettent les bases et tout. Je vous le dis ouvertement, je vais occuper le Gabon. Et si la Centrafrique, je vais occuper la Centrafrique. Voilà. Et c'est ce que nous vivons. Quitte à ce qu'à partir de là, on rebâtisse des termes de référence qui soient suffisamment clairs. Oui. Les États-Unis vont rester chez vous. Vous ne venez pas à nos frontières implanter des bases militaires. Il y a un précédent. Quand la Russie, l'ex-Union soviétique, a voulu implanter des armes, a construit des bases, des rampes d'entraînement de missiles à Cuba. C'était grave, les Américains n'ont plus dormi. Ils ont menacé d'une guerre nucléaire. J'ai relu les mémoires de Khrouchtchev, c'est amusant. Pendant que les négociations avaient lieu de manière très dure entre Khrouchtchev et John Kennedy, et le petit frère du président Robert Kennedy négociait d'une autre main avec des couloirs privés pour dire à Khrouchtchev, vraiment comprenez, pardon, on ne peut pas. Les gens ici vont pas, les Américains ont tellement peur, ils ne vont plus dormir. Donc, vraiment de grâce, pardon, enlever ça, trouvons un accord, pardon. Donc, voilà un peu dans quelle situation nous nous trouvons
aujourd'hui. Oui. Ce que je peux vous assurer, c'est que Poutine est sûr de son fait. L'histoire lui donnera raison. Et tous les internationalistes conséquents lui donnent raison. Oui. Ça dit que vous laissez la langue de bois de côté. Tous les internationalistes conséquents, objectifs, donnent raison à Vladimir Poutine. Il a passé le temps à leur dire, mais c'est intolérable. Vous ne pouvez pas venir construire des bases à nos frontières. Nous avons dit, l'OTAN, d'accord, on a même toléré que vous continuiez à garder ce truc, mais pas que vous veniez installer des bases à nos frontières. Et regardez ce qui s'est passé depuis quelques jours. Quand vous dites que vous allez mettre 3000 soldats américains en Pologne ou en rajouter 5000 en Allemagne, mais attendez, c'est l'argent des arachides. C'est rien du tout, c'est même pas un grain de sel comparativement aux moyens militaires colossaux qui existent aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont cherché cette situation. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont voulu de cette situation. Et puis, la rhétorique de la sanction, je crois qu'il faut être complètement bête. Aucun État aujourd'hui ne peut se prévaloir de la capacité à plier complètement, à faire disparaître un autre État. Vous n'avez qu'à prendre le petit exemple du Mali, et vous comprendrez très bien, on s'en fout des sanctions. Comme l'a dit Tolstoï, le vice-président de la Douma soviétique. Il faut une politique beaucoup plus responsable. Moi, j'ai fait des études de droit international avec au cœur d'un des grands principes l'interdiction de militariser l'espace. C'était très important. Il y a même eu des traités dessus. Mais c'est Ronald Reagan qui lance ce qu'il a appelé initiative de strategic initiative defense. Ouais. Initiative de défense stratégique. Et ça consistait à prépositionner des armes dans l'espace extra-atmosphérique, des armes anti-missiles, capables de contrer et de détruire tout missile qui viendrait. Là, c'était la rupture de l'équilibre de la peur. Mutual Assured Destructions. Hein? L'assurance d'une destruction mutuelle si quelqu'un commençait à utiliser l'arme nucléaire. Du coup, les Français sont entrés dedans, chacun a créé aujourd'hui une armée de l'air et de l'espace et tout. Et les Soviétiques disent, c'est très bien, vous commencez, nous on va suivre. C'est ce qu'ils ont fait récemment. Ils n'ont pas eu besoin d'aller au ciel. À partir du sol, ils ont détruit les satellites qui étaient en l'air. Et ils ont dit qu'ils ont la capacité aujourd'hui de détruire tous les satellites dans le ciel, donc de même les rendre aveugles. Alors, je pense que honnêtement, le complexe militaro-industriel, vous savez, aux États-Unis, 1 personne sur 10 travaille dans l'industrie de l'armement. Si vous voyez toute la quincaillerie qui a été abandonnée en Afghanistan, c'est énorme. Moi, personnellement, je vous parle avec la conviction d'avoir des penchants beaucoup plus société libérale, à la limite capitaliste. Oui. J'aime pas les feignants, j'aime pas le collectivisme inutile. Oui. J'aime le travail dur, j'aime l'argent gagné honnêtement, j'aime les gens qui créent, qui inventent. C'est ça, aujourd'hui, la société à laquelle, pas simplement les États-Unis, pas seulement la France aspire, mais tout le monde. Oui. Vous avez vu la grandeur de la Chine. Ça repose même la question des systèmes de gouvernance et des modèles. J'ai vécu aux États-Unis, je peux vous dire que j'ai été fier de connaître ce pays, où on croit en soi, on cultive le self-made man, ainsi de suite. Mais simplement, je pense que sur un plan purement éthique, concernant la paix mondiale, les dirigeants américains successifs n'ont pas porté la bonne vision. L'idée même de sanctionner un État, d'infantiliser un État, c'est une provocation. Depuis 60 ans, Cuba vit
sous une forme de guerre déclarée par les États-Unis, simplement parce qu'elle a choisi le système qui lui plaît. Là, c'est de l'intolérance démocratique également. Moi, objectivement, je me sens plus proche des États-Unis dans la vie courante, parce que je suis un travailleur, mais simplement, je dis, d'un point de vue de la coexistence pacifique et de l'organisation des normes, la coopération internationale, du rapprochement des nations, il faut revoir les canons géopolitiques et géostratégiques de l'idéologie libérale, ensemble de la politique étrangère des États-Unis. N'oubliez pas que c'est d'ailleurs l'objet de ma thèse de doctorat, la contribution à la politique des étrangères des États-Unis, à l'élaboration des normes du droit international au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai énormément travaillé sur le sujet et je suis heureusement d'ailleurs que à réfléchir comme ça ne choque pas beaucoup un Américain, parce que l'Américain fondamentaliste s'en fout que vous ayez des idées contraires aux siennes ou pas, mais simplement il ne faut pas qu'elle ait un caractère d'attaque à la sécurité nationale des États-Unis. C'est tout. Prof, les médias occidentaux pensent que Vladimir Poutine tente de reconstituer le bloc soviétique. Est-ce qu'on peut donner de la crédibilité à une telle thèse? Non, je pense que c'est une bêtise. Par contre, je peux vous dire une chose. Si Gbagbo n'avait pas commis la bêtise en 2011 en Côte d'Ivoire, on aurait déjà eu, par exemple, en Afrique, la reconstitution d'un vaste courant progressiste. C'est très important. Parce que c'est Alpha Condé qui me l'a dit à Paris. Il a été mon professeur de droit, Alpha Condé. Il a été mon chargé de TD. Nous sommes à la fin d'un vieux monde. Nous sommes à la fin d'un système de domination impérialiste absolue qui, lui, résulte de l'irruption de Gorbatchev en Union soviétique avec la perestroïka, la glasnost, qui a entraîné en réalité ce qu'on pourrait appeler la désintégration du glacis soviétique. Mais il n'existait plus parce qu'il reposait en partie ailleurs dans le monde sur des champs de lutte de libération nationale, des champs de lutte contre le colonialisme. Tout ça est un peu dépassé. Mais simplement, l'Occident n'a pas pris la mesure, en réalité, de cette évolution-là. Je crois que non, c'est une bêtise. Je pense qu'on essaie de... Prenez une carte du monde et vous allez bien vous rendre compte de ce que dit Poutine. Prenez une carte du monde, je pense, même en Occident, je vous dis, tous les grands spécialistes des relations internationales le lui reconnaissent. On ne peut pas. Nous sommes rentrés dans une guerre froide qui n'est même plus simplement froide, elle est devenue violente. Quand les États-Unis voient de mauvais œil l'émergence de la Chine, technologique de la Chine et tout, on commence à vous dire Instagram, Kapezaki, Huawei, c'est pour les espions, c'est interdit aux États-Unis, mais c'est de la lâcheté. On a grandi avec Microsoft, avec Google, avec Apple et tout ça, avec Facebook, qui sont américains, avec Coca-Cola. Pourquoi est-ce que d'autres peuples, d'autres nations ne peuvent pas exister et dominer le monde dans un secteur précis, qu'en se faisant traiter d'espions, et ainsi de suite? Je pense que là, c'est une grosse catastrophe. Non, pas du tout. Il y a l'existence de faits. Elle n'est même pas en construction, cette nouvelle donne-là. Le nouveau monde est déjà là. D'ailleurs, la mise en place rapidement, ce qu'on a appelé le G20, c'est une conséquence. C'est pour prendre en considération des pays comme la Turquie, comme le Brésil, l'Afrique du Sud même. Et je veux dire le Nigeria. Oui. On ne peut plus aujourd'hui se comporter comme en 1960 ou en 70 ou en 80. Des puissances importantes sont nées, elles ont un caractère régional. L'Iran,
tout ce qu'on appelle les discussions sur le nucléaire iranien, c'est une bêtise, c'est une recréation d'enfants d'école primaire, parce que l'Iran a la capacité nucléaire, elle a la capacité de se doter d'une bombe. On n'interdirait pas ça aux nations. Et en 1963, un groupe de 5 pays, parce qu'elles estiment qu'elles ont découvert l'or, il faut cacher aux autres, signe rapidement à Moscou ce qu'on appelait un traité de non-prolifération nucléaire. Un peu comme pour dire, on interdit de mettre... on a trouvé que le sel est bon dans la nourriture. Bon, maintenant nous allons contrôler chacun qui met le sel dans sa nourriture. Mais c'est une pure bêtise. Alors, l'histoire de reconstitution de l'Empire soviétique, mais c'est une bêtise. Alors, où est l'Empire français? Où est l'Empire américain? Et puis ensuite, s'il existe un Empire américain, pourquoi il n'existerait pas un Empire soviétique? Un Empire soviétique, un Empire français, un Empire allemand, même un Empire camerounais. Pourquoi il n'existerait pas? Qui a le droit de décréter l'existence ou la non-existence des empires? Voilà une question importante. Prof, pardon, est-ce qu'on n'a pas réussi, est-ce que l'histoire, en avançant, n'a pas réussi à construire dans le psychisme des Occidentaux qu'ils sont les seuls à dire ce qui peut se faire dans le monde? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on en est là. Ben écoutez, c'est quelque chose que j'ai observé même chez des intellectuels très posés en Occident. Je regrette. Je suis en train de le mettre dans un nouveau livre qui va être extrêmement efficace, et y compris à partir de relations personnelles. Beaucoup d'anciens camarades que j'ai eus à l'école en France, à la Sorbonne particulièrement, qui étaient des militants progressistes, je n'arrive pas à les reconnaître quand ils discutent avec eux. Sur la problématique de la guerre ou de la paix, ils ont un discours aujourd'hui qui n'a pas changé beaucoup, qui minimise l'impact de la domination impérialiste et qui, dans le même temps, exprime un soutien extrêmement mou des positions progressistes, des positions de revendication et des contestations qui émergent des pays du Sud. En réalité, ils sont très en retard. Je dirais même que le destin du monde nous revient à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que nous sommes seuls dans le Sud aujourd'hui à avoir assez de distance pour comprendre les mutations du monde. Vous voyez, tout le discours de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, c'est une véritable folie. On a le sentiment qu'il n'a absolument rien pigé dans les rapports des nations. Et si vous regardez les échanges avec les autorités maliennes, vous vous demandez, mais qui est gamin et qui est l'adulte? En fait, l'adulte, dans la question, ce sont les autorités maliennes qui ont eu un discours diplomatique extrêmement intelligent, extrêmement conséquent et ramassé. Donc, il faut quitter le monde d'hier. Il faut avoir une appréhension extrêmement critique, autocritique et en mouvement de l'évolution du monde. Il n'y a plus, il ne saurait exister pour maintenant et pour plus tard de position dominante, absolue, immuable et intouchable. Je pense que les Occidentaux n'ont pas compris. Ils se réveillent aujourd'hui avec une Russie qui dit « Nous, on va aller en Ukraine parce que c'est important pour la sécurité de nos populations. Ce que vous appelez sanctions, on n'en a rien à foutre. Et ensuite, c'est important. Nous sommes préparés. Tous ceux qui vont essayer d'interférer dans notre démarche, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Nous sommes prêts. » Et ça, c'est extrêmement grave, ce genre de déclaration. Et lorsque vous faites le chemin retour, vous vous rendez compte, en moins de 5 ans, les États-Unis ont dénoncé et ont quitté tous les traités militaires qui garantissaient la paix en Europe, qui regentaient et réglementaient la mise en mouvement de la puissance armée. Il y a le traité Open Sky qui permettait en réalité aux moyens techniques d'espionnage des pays
de survoler les uns et les autres leur territoire pour vérifier l'état de leurs forces armées, l'état des mouvements de troupes d'un point à un autre. C'est les Américains qui ont déclaré qu'ils quittaient ce traité. Les Soviétiques ont dit on prend acte. C'est des choses extrêmement graves. Lorsqu'on mettra ça bout à bout, l'Occident ne peut pas se sortir d'un procès dans l'histoire. Je regrette, c'est extrêmement important. Et dans le même temps, vous vous levez un matin et vous commencez à dire nous allons mettre l'OTAN à vos frontières. Mais non! Je pense que c'est une erreur catastrophique. Je sais que le général de Gaulle n'aurait jamais marché dans ce genre de choses. Et l'Europe aujourd'hui ressemble à une colonie des États-Unis, je regrette. L'Europe est devenue une colonie des États-Unis. De Washington, on décide, nous allons mettre 5 000 hommes en Pologne, 3 000 hommes en Lituanie, 2 000 hommes en Estonie. On décide ça à Washington. Vous voyez, en réalité, c'est un peu comme quelqu'un, votre maison est sous une tornade, ou la menace d'une tornade, et il dit, j'apporte un petit parapluie, je vais mettre ça là, c'est en prévision de, voilà, ça va vous renforcer. Mais non. Qu'est-ce que 3 000 hommes en Allemagne ou aux États-Unis, ou en France ou en Pologne, peuvent faire aujourd'hui dans une guerre moderne, où on a accumulé des armes tellement sophistiquées, qui marchent sur un bouton sans qu'on quitte son lit. On peut détruire les 3000 voilà. en 5 minutes. Voilà. Conséquence, il faut, à mon avis, trouver de nouveaux termes de référence qui permettent de reconstruire la paix sur des garanties mutuelles de sécurité. Et c'est ce que demande justement Poutine. Le demander n'est pas un tort. Ce n'est pas aller en guerre, non. Ce n'est pas reconstituer un empire, non. Je vous l'ai dit. Si la Centrafrique, le Gabon ou même le Congo, qui sont frontaliers au Cameroun, moi je suis Camerounais, si je suis dirigeant camerounais, et qu'un pays comme la Thaïlande déclare en permanence qu'il n'admet pas mon existence ou ma manière d'exister ou d'être, que ce pays-là vienne implanter des bases militaires au Congo, au Gabon ou en Centrafrique, je vais, moi, prendre des dispositions pour anticiper. Je vais occuper ces pays-là. Vraiment, je le dis de manière claire. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Je schématise, mais voilà l'enjeu dans la crise ukrainienne. C'est tout. Prof, dernière question. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Il y aura des sanctions économiques, ça c'est probablement évident. Mais maintenant, est-ce qu'on peut avoir une guerre frontale? Non, il n'y aura jamais. Il n'y aura jamais, parce que je vais vous le dire. Il n'y aura jamais de guerre frontale. Et je crois que l'Occident, les États-Unis et les Européens se sont laissés berner par des événements passés. Vous savez, les États-Unis décident, eux seuls, avec leurs amis, d'intervenir en Yougoslavie, de casser la Yougoslavie en plusieurs États. Ils décident eux seuls, sur la base de fausses déclarations et du mensonge, d'intervenir en Irak. C'est très important. Ils décident de casser la Libye, avec les conséquences que vous connaissez. Ils occupent toujours de larges portions, presque un tiers du territoire syrien, exploitent le pétrole syrien impunément. Ça, c'est très important. Tout ça, je crois, les a trompés, parce qu'ils ont fait tout ça sans aucune réponse. C'est vrai, la Chine et la Russie n'avaient pas encore, à l'époque, je crois, les moyens de stopper les Occidentaux de manière brutale en Yougoslavie ou en Libye. Oui. Mais aujourd'hui, ces deux pays ont atteint un stade de préparation et je peux vous assurer et vous rassurer que la prochaine étape sera la récupération de Taïwan par la Chine et ça se fera. C'est très important. Ça, c'est la prochaine étape. Préparez-vous-en, on n'en est plus très loin. Et vous savez, Poutine n'a pas dû agir sans une vaste concertation à l'intérieur de laquelle a figuré très certainement la question de Taïwan. Merci infiniment, professeur. Merci.
dans le dernier titre que vous avez publié chez l'Harmattan, Sociologie du pouvoir et de la puissance. Et je vais lire une petite phrase, la première phrase de la 4e de couverture, de Washington, Paris, Londres ou Berlin, le diable a le visage de Moscou et de Pékin. Merci infiniment pour cette analyse sur le problème qui oppose la Russie et les Occidentaux sur la question ukrainienne. Merci pour vos analyses, chers téléspectateurs. Nous pensons que le prof vous a donné des clés d'analyse pour pouvoir travailler dans le cadre de vos mémoires, de vos thèses, de vos recherches. Merci et à très bientôt sur Africa TV.